Au cœur ensoleillé du sud-est du Nigeria, niché entre des collines verdoyantes et des routes bordées de palmiers, se trouvait Umia, une ville vêtue de tissus éclatants mais assombrie par de lourds secrets. La vie y suivait le rythme de la routine et de la réputation. Les apparences étaient une monnaie d'échange, et le silence était d'or. La valeur d'un homme se mesurait à l'éclat de sa Toyota, à l'obéissance de ses enfants et à la manière dont sa femme souriait durant le service du dimanche. Tout ce qui sortait de ce cadre était rejeté comme un commérage de village ou une attaque spirituelle. Emeka était le genre d'homme qui traversait la vie avec douceur. Non par manque de force, mais parce qu'il comprenait à quel point la paix pouvait être fragile. Grand, mince, et sentant toujours un léger parfum de graisse de moteur et de baume mentholé, Emeka s'était fait un nom discrètement en réparant des moteurs et en traitant les gens avec respect. Son atelier bourdonnait le jour et sa maison, du moins c'est ce que tout le monde pensait, fredonnait de rire et de gratitude la nuit. Il vivait dans un modeste bungalow avec une cour propre et des bougainvilliers grimpants sur la clôture. Sa femme, Chizon, était une image de perfection en public, mince, gracieuse, toujours vêtue de jupes en wax et de foulards qui mettaient en valeur sa peau impeccable. Sa voix en public était mielleuse, son rire doux, ses mots calculés. Les femmes l'admiraient. Les hommes enviaient Emeka. Leur fille, Mirabelle, était une enfant silencieuse, trop silencieuse pour son âge. Elle jouait rarement avec les autres dans leur rue poussiéreuse. Toujours en robe à manches longues, serrant toujours contre elle un ours en peluche usé qu'elle appelait Nana. Pour le monde extérieur, elle était simplement timide, peut-être surprotégée. Après tout, sa mère ne la quittait jamais des yeux. Chaque dimanche, le trio s'asseyait au 3e rang de l'Assemblée de la Parole vivante, vêtu de tenues assorties, les mains jointes en prière, les visages tournés vers le ciel comme si rien n'allait de travers sous leur toit. Le pasteur les montrait souvent du doigt pendant ses sermons. Voilà une famille pieuse. Voilà ce que le Seigneur désire. Une pause suivait, et Emeka souriait. Mais dans sa poitrine, quelque chose ne semblait jamais juste. Parfois, quand Emeka rentrait tôt de l'atelier, il entendait quelque chose. Un ton sec, un murmure précipité. Il s'arrêtait près de la porte, le cœur inquiet. Un jour, il entra sans s'annoncer, seulement pour voir le visage de Chizon s'assombrir comme un nuage soudain. Elle agrippait fermement l'épaule de Mirabelle. Trop fermement. Mais en le voyant, le sourire fleurit comme un mécanisme d'horlogerie. « Tu es rentré tôt, mon cher, dit-elle doucement, relâchant Mirabelle qui se hâta de s'éclipser. Emeka tentait de chasser l'air froid qu'il sentait dans cette pièce. Peut-être qu'il se faisait des idées. Peut-être que Chizon était juste ferme sur la discipline. Pourtant, le nœud dans sa poitrine persistait. Il ne se dénouait pas, peu importe combien de fois il se disait que ce n'était rien. Et pourtant, il ne dit rien. Pendant des années. Jusqu'au jour où son doute se mua en un regret indéniable. Mirabelle avait 10 ans, mais il y avait des jours où elle ressemblait à une petite vieille femme piégée dans un corps d'enfant. Ses grands yeux bruns étaient toujours fuyants, ne se posant jamais trop longtemps au même endroit. À l'école, elle s'asseyait tranquillement au fond, dessinant d'étranges figures dans les marges de ses cahiers. Ses manches couvraient toujours ses poignets, même les jours de canicule où les autres enfants se plaignaient de la chaleur. Elle ne jouait jamais à la récréation. Elle ne riait jamais. Son enseignante, mademoiselle Angela, prit Emeka à part un jour. « Monsieur, pardonnez-moi de parler ainsi », commença-t-elle doucement, les yeux bienveillants. « Mais je suis inquiète pour Mirabelle. » Elle semble effrayée. Pas seulement timide, mais anxieuse. Est-ce que quelque chose a changé à la maison? Emeka fronça les sourcils. Non, rien n'a changé. Elle n'est juste pas comme les autres enfants. Sa mère dit qu'elle traverse, vous savez, la puberté. Angela hésita, choisissant ses mots avec soin. À 10 ans, Emeka offrit un faible sourire, haussa les épaules et la remercia pour son inquiétude. Ce soir-là, il en parla au dîner, en prenant soin de paraître désinvolte. Angela, son enseignante, dit que Mirabelle ne sourit plus en classe. Chizon leva à peine les yeux de son assiette. Elle a ses hormones. C'est normal. Elle dit aussi qu'elle porte des manches longues tous les jours. Les yeux de Chizon se levèrent lentement, froids et impénétrables. Elle les aime bien. Tu cherches la petite bête. Emeka s'éclaircit la gorge. Elle sursaute aussi parfois quand quelqu'un lève la main. Chizon laissa tomber sa fourchette brusquement. Le cliquetis figea la tablée. Emeka, dit-elle calmement, essaies-tu de m'accuser de quelque chose?
Il la regarda, étudia l'uniformité de son ton, l'avertissement dans son regard. Non, je veux être sûr que tout va bien. Shizon sourit, un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. Tout va bien. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas, la conversation s'arrêta là. Emeka n'insista pas. Plus tard dans la nuit, depuis la chambre d'amis où il réparait une ampoule défectueuse, il entendit un son doux, des sanglots étouffés. Il s'arrêta, la main tenant toujours l'ampoule, et écouta. Mirabel s'endormait encore en pleurant. Il resta là, figé, à écouter, sans rien faire. Mais quelque chose en lui était en train de changer. Le lendemain, alors qu'il bricolait le moteur d'une Toyota dans son atelier, une pensée n'arrêtait pas de tarauder son esprit comme une fuite tenace. Rentre à la maison. Non, pars plus tôt. Va vérifier. Il lutta contre cette idée, se disant que c'était de la paranoïa. Mais à 14 heures, il s'était lavé les mains, avait fermé le portail de l'atelier et avait commencé à rentrer à pied. Ce fut une marche qui allait tout changer. Les nuages s'étaient amoncelés au moment où Emeka atteignit le portail de la cour. La pluie menaçait, le vent se levait. Il pensa brièvement aux vêtements sur la corde à linge et à Mirabel, probablement en difficulté avec eux. Il déverrouilla la porte d'entrée sans bruit, entrant dans une maison qui semblait trop calme. L'air était chargé de quelque chose qu'il ne pouvait nommer, pas de la peur, mais quelque chose de plus sombre. Puis une voix claqua dans le silence. « Enfant ingrate. Tu veux gâcher ma vie ?» C'était la voix de Shizon. Froide. Sûre. Rien à voir avec la femme qui chantait des louanges le dimanche matin. Emeka s'arrêta dans le couloir. Il pouvait tout entendre maintenant, le bruit de quelque chose heurtant le mur, des bruits de pas. Il avança à pas de loup, dépassant le salon, le cœur battant à tout rompre. Tu penses que parce que ton bon a rien de père t'aime, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y eut une gifle, le son sec de la peau contre la peau. Je suis désolé, maman, vint la voix tremblante de Mirabel. Je ne voulais pas, un autre bruit, un choc sourd. Un sanglot étranglé. Ne me mens pas. Tu es comme lui. Menteuse, inutile, ingrate. Emeka tourna au coin du couloir et les vit. Shizon agrippait le bras de Mirabel, la tirant loin du mur contre lequel elle l'avait projeté. Son visage était déformé, pas seulement par la colère, mais presque monstrueux. Le petit corps de Mirabel tremblait violemment, ses bras levés en une défense impuissante. Shizon leva à nouveau la main. Arrête. Le mot jaillit de la gorge d'Emeka comme un coup de tonnerre. Tout se figea. Shizon se tourna lentement, les yeux écarquillés d'incrédulité. Sa main était toujours en l'air. Mirabel s'effondra sur le sol, se protégeant la tête. Emeka regarda sa femme, la rage qui pulsait encore sous sa peau, la folie qui dansait dans ses yeux. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de fureur. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était à peine un murmure. Shizon se redressa, lissant sa blouse comme si elle venait de renverser un verre. « Elle m'a menti, dit-elle calmement. Elle a cassé mon miroir et a essayé de le cacher. C'est une enfant. Elle a besoin de discipline. » Ce n'est pas de la discipline. Shizon s'approcha, son visage retrouvant son masque familier. Ne laisse pas le diable utiliser ce moment pour détruire notre foyer, Emeka. Tu as vu une scène et maintenant, j'en ai assez vu. Il la dépassa et souleva doucement Mirabel du sol. Elle grimaça et son estomac se noua en voyant le bleu qui se formait sur sa joue. C'est bon, ma chérie. Je suis là. Mirabel s'accrocha à lui comme si sa vie en dépendait. Et c'était peut-être le cas. Shizon les regardait, l'expression indéchiffrable. Alors c'est comme ça que ça commence, murmura-t-elle. Un mensonge. Une enfant. Un homme brisé. Emeka ne répondit pas. Il porta Mirabel dans la chambre d'amis et ferma la porte. Derrière lui, le silence revint. Mais ce n'était plus un silence paisible. C'était le genre de silence qui précède une tempête. La table de la salle à manger n'avait jamais autant ressemblé à un champ de bataille. Les assiettes étaient pleines mais personne ne touchait à sa nourriture. L'air était lourd, chargé, comme si une entité invisible était assise avec eux, regardant, respirant lourdement. Emeka était assis sur le bord de sa chaise, la fourchette à la main mais immobile.
Le seul son dans la pièce venait du tic-tac de l'horloge murale et du léger bruissement du ventilateur de plafond au-dessus d'eux, gémissant sous le poids de la tension. Shizon servit le riz avec sa précision habituelle, déposant des portions exactes, garnissant d'un brin de persil, comme elle le faisait toujours. Son visage était un masque de porcelaine, composé, gracieux, et totalement détaché de la tempête qui avait éclaté quelques heures plus tôt. Elle posa un morceau de banane plantain frite à côté de l'assiette d'Emeka, comme si elle n'avait pas failli gifler à mort leur fille un peu plus tôt. Mirabel était assise en silence de l'autre côté de la table, la tête baissée. Une petite coupure près de sa lèvre avait séché, devenant sombre et squameuse. Ses bras reposaient sur ses genoux, cachés sous les manches de son gilet, même s'il faisait une chaleur étouffante. Shizon rompit finalement le silence, sa voix légère, trop légère. « Elle a cassé mon miroir », dit-elle comme si elle racontait un petit désagrément. C'était celui que j'avais ramené d'Abuja, celui avec la bordure dorée. Emeka ne la regarda pas. Ses doigts serraient le bord de son assiette, les jointures blanches. Je lui ai posé la question et elle a menti. C'est ça qui m'a énervé. Pas le verre. Le mensonge. Mirabel tressaillit légèrement à ce mot. Emeka le remarqua. Tu t'attends vraiment à ce que je croie que c'est pour ça que tu l'as traînée comme une voleuse dans cette maison. Shizon posa sa cuillère, son expression toujours exaspérément calme. Sa voix baissa d'un octave, plus douce mais plus acérée. Tu as mal interprété la situation. Elle était corrigée. Fermement, oui. Mais tu es arrivé en plein milieu, Emeka. Tu n'as pas vu toute la scène. J'en ai assez vu. Elle devient provocatrice, continua Shizon, son ton maintenant vaguement défensif. Elle teste les limites. Elle cache des choses. Elle a 10 ans, lança Emeka, la regardant enfin. Sa voix était tendue mais délibérée. C'est une enfant, pas une suspecte. Shizon se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés. Son expression ne changea pas, mais ses yeux se plissèrent légèrement, comme quelqu'un qui avait été défié trop de fois en une journée. Alors, à cause d'un seul incident, tu veux mettre cette maison sens dessus-dessous, demanda-t-elle. Tu veux dormir dans la chambre d'amis maintenant, me punir comme si j'étais une étrangère? Emeka ne répondit pas. Le silence qui suivit était un mur qu'aucun d'eux ne voulait escalader. Plus tard dans la nuit, la pluie revint, des gouttes lentes et régulières tapotant les fenêtres comme des doigts. Emeka était assis seul sur le matelas de la chambre d'amis, fixant le mur. Il n'avait pas apporté de literie. Il était simplement allongé là, tout habillé, les bras derrière la tête, les yeux ouverts. Un léger coup fut frappé à la porte. « Papa ?» C'était Mirabel. Sa voix était un murmure, fragile comme du papier de riz. Il ouvrit la porte et la vit debout, pieds nus, serrant son ours en peluche contre sa poitrine. Ses yeux étaient vitreux mais plus humides. Juste vides. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. Je peux rester ici? Emeka s'écarta sans un mot. Elle grimpa sur le matelas, se blottissant à côté de lui. Elle ne posa pas de questions, ne se plaignit pas. Elle resta simplement là, son ours pressé contre son cœur. « Papa, murmura-t-elle dans le noir. S'il te plaît, ne me laisse plus jamais seul. » Sa gorge se serra. Il se tourna et la serra fort, son bras s'enroulant autour d'elle comme un bouclier. « Je ne le ferai pas, dit-il. Plus jamais. » Mais il ne dormit pas cette nuit-là. Il regarda le plafond jusqu'à l'aube, rejouant la scène encore et encore dans sa tête. Un masque était tombé. Et maintenant, il voyait tout. 5 jours. C'est tout ce qu'il fallut pour que tout change à nouveau. Le 6e matin, Emeka se réveilla dans un silence qui semblait différent. Pas le silence de la paix, mais le silence de l'absence. Il s'était de nouveau endormi dans la chambre d'amis, Mirabel à ses côtés, enveloppé dans une couverture. En entrant dans le couloir, il remarqua la porte de la chambre légèrement entr'ouverte. Shizon était encore au lit. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Mais quelque chose n'allait pas. Son corps était trop immobile. Les draps trop intacts. Il entra, prudent. « Shizon » appela-t-il doucement. « Il est plus de 7 heures. » Aucune réponse. Il s'approcha. Son corps était allongé, légèrement de biais. Un bras sous l'oreiller, l'autre sur son ventre. Ses yeux étaient fermés, la bouche légèrement ouverte,
mais le va-et-vient de la respiration il n'y était pas. Sa poitrine se serra. Il s'approcha encore, tendit la main, toucha la sienne. Elle était froide. Incroyablement froide. Il recula en titubant, la fixa, puis chercha son poignet. Pas de pouls. Il vérifia à nouveau. Rien. La panique lui monta à la gorge. Il sortit de la pièce en trébuchant, criant « Mirabel, reste dans la chambre d'amis. Ne sors pas !» Les voisins arrivèrent rapidement. Des appels furent passés. Le médecin arriva, l'examina et secoua la tête avant de remonter la couverture sur son visage. Crise cardiaque. Tel fut le verdict du médecin. Comme ça, la femme qui dirigeait leur maison d'une main de fer était partie. Aucune maladie. Aucun signe. Juste partie. La cour fut bientôt bondée de personnes en deuil. Des gens qu'Emeka n'avait pas vus depuis des années. Certains sanglotaient bruyamment. D'autres apportaient des glacières de riz et des caisses de boissons. Certains venaient simplement pour spéculer. C'était une si bonne femme, chuchota l'une. Une vraie femme vertueuse selon les Proverbes 31, ajouta une autre. Elle prenait soin de sa maison. Emeka ne dit rien. Il était assis sur le porche, hébété. Le poids de sa mort soudaine l'écrasait, non de chagrin, mais de confusion. De colère. Un sentiment de guerre inachevé. Mais ce qui le secouait le plus, ce n'était pas son corps sous le drap blanc ou le prêtre offrant des condoléances superficielles. C'était Mirabel. Elle ne pleura pas. Pas une seule fois. Elle resta assise sur le bord du canapé à l'intérieur, toujours en pyjama, fixant le vide. Son ours en peluche était posé sur ses genoux, intact. Quand la nuit tomba et que les invités se firent plus rares, Emeka s'assit à côté d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Mirabel tourna lentement la tête vers lui. Sa voix était basse, presque effrayée d'elle-même. « C'est mal si je me sens libre maintenant ?» Il ne sut que dire. Ses lèvres s'entr'ouvrirent mais aucun mot ne sortit. Il la serra simplement contre lui, la tenant comme pour la protéger d'un fantôme. Cette nuit-là, Mirabel dormit sans pleurer. Mais pas Emeka. La maison semblait étrange maintenant. Pas seulement vide, mais sinistre. Comme si elle portait les échos de quelque chose de plus sombre. Et puis vinrent les cauchemars, des bruits de pas feutrés dans le couloir, le murmure d'une femme dans la cuisine, un cri derrière une porte fermée. Chizon était parti. Mais les conséquences de sa vie ne faisaient que commencer à faire surface. 3 jours après l'enterrement, la maison sentait l'encens et les roses séchées. Tout le monde était parti. Le silence était revenu. Cette fois, il était lourd de questions. Emeka décida de ranger les affaires de Chizon. Il n'était pas pressé, mais quelque chose le rongeait. Le sentiment que les réponses dont il avait besoin se trouvaient peut-être dans sa chambre. Alors il commença. Sa garde-robe était toujours bien rangée. Des rangées de pagnes repassées, de blouses en dentelle, de foulards assortis. Ses parfums se tenaient comme de petites sentinelles sur la coiffeuse, intactes depuis le matin de sa mort. Mais c'est sous le lit qu'Emeka le trouva. Une petite boîte en métal rouillé, poussée au fond de l'ombre. Verrouillée. Il hésita. Son instinct lui hurlait de la laisser. D'enterrer le passé avec elle. Mais la curiosité était plus forte. Et le désespoir plus aigu. Il prit un tournevis dans le tiroir de la cuisine et força la serrure. Le couvercle s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, des lettres, des dizaines. Certaines soigneusement pliées. D'autres froissées comme si elles avaient été serrées dans des poings rageurs. Toutes adressées à un certain Hugo. Il prit la première lettre, la déplia. Ses yeux parcoururent lentement les mots. Je ne peux pas continuer à prétendre qu'elle est à moi. Son cœur s'arrêta. Parfois, j'aimerais pouvoir l'effacer. Une autre lettre, datée d'il y a des années. Hugo, je n'ai épousé Emeka que parce que tu m'as abandonné. Cette vie n'est pas la mienne. Mirabel est la malédiction avec laquelle je dois vivre. Il laissa tomber les lettres. Ses mains tremblaient. Hugo? Il ne connaissait pas ce nom. Il ne se souvenait pas que Chizon ait jamais parlé d'un homme de ce nom. Qui était-il? Un ancien amant? Un fantôme de son passé? Et que voulait-elle dire? Mirabel n'est pas à moi. Il fouilla davantage. Plus de lettres.
Plus de venin. Des mots imbibés de regret, de frustration, de rage. Des mots qui peignaient un tableau bien plus sombre qu'il ne l'avait jamais imaginé. Puis il trouva l'enregistreur. Petit. Poussiéreux. La pile toujours à l'intérieur. Il appuya sur lecture. Sa voix se fit entendre, tremblante au début, puis plus ferme. Toujours le même ton qu'elle utilisait pour prier la nuit. Seulement, dépouillé de toute performance. S'il m'arrive quelque chose, qu'il en soit ainsi. J'ai déjà fait la paix avec Dieu. Personne ne sait ce que j'ai traversé. Personne ne sait ce que j'ai fait. Mirabel n'est pas à moi. Pas vraiment. Elle me rappelle tout ce que j'ai perdu. La cassette prit fin. Et avec elle, le souffle d'Emeka. Il fixa le vide. La boîte ouverte à côté de lui. L'enregistreur bourdonnant encore doucement dans sa paume. Rien n'avait de sens. Et pourtant, tout s'éclairait soudain. Il se leva, se dirigea vers le salon et regarda Mirabel depuis le seuil. Elle dessinait tranquillement. Des oiseaux, peut-être des fleurs, il ne pouvait pas dire. L'enfant qu'il aimait, protégeait, tenait dans ses bras quand elle avait peur. De qui était-elle la fille? Il devait savoir. Parce que maintenant, plus que le deuil, plus que la trahison, ce qui le consumait, c'était la peur. La peur que la femme qu'il avait épousée ait enterré des secrets si profonds qu'il ne faisait que commencer à remonter à la surface en pourrissant. Emeka s'assit dans un coin de la chambre, les jambes repliées sous lui, le poids de l'enregistreur pressant sa paume comme une malédiction. La pièce était sombre, la lumière de l'après-midi hésitant à entrer par les lourds rideaux que Chison avait toujours tirés. Des grains de poussière dansaient dans les puits de lumière, lents et suspendus, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour entendre la suite. Il fixa la petite machine en plastique, le pouce planant à nouveau sur le bouton de lecture. La première fois qu'il avait écouté, il avait à peine absorbé les mots. Ses pensées s'étaient emmêlées en eux. Mais maintenant, la clarté commençait à s'installer. Une clarté froide et mordante qui menaçait de défaire tout ce qu'il croyait de sa vie. Il appuya sur lecture. La voix de sa femme revint, rauque, comme si elle avait été enregistrée pendant une de ces nuits tardives où elle le pensait endormi. Mais cette fois, il écouta avec des oreilles différentes. Elle parlait de douleur, de trahison et de culpabilité, mais pas du genre que l'on confesse à un prêtre. C'étaient les mots d'une femme dont l'âme avait été usée comme du vieux cuir. Elle disait qu'elle avait fait la paix avec Dieu, mais le tremblement dans sa voix la trahissait. Elle disait que Mirabel n'était pas la sienne. Pas vraiment. Que l'enfant lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu. Qu'elle ne pouvait pas l'aimer parce qu'elle ne l'avait jamais choisi. La cassette prit fin, mais l'écho de sa confession resta en suspens dans la pièce. Emeka resta assis là, immobile. Le souffle dans sa poitrine lui semblait emprunté, fragile. Comment une mère pouvait-elle dire de telles choses? Comment pouvait-on bercer un enfant, l'habiller, le nourrir, et porter en soi tant de mépris? Il se leva lentement, les jambes raides, se dirigea vers l'armoire et en sortit l'acte de naissance de Mirabel. Tout semblait normal. Son nom, le nom de Chison, une date de naissance familière, tout était tapé proprement sur le formulaire. Mais le nom de l'hôpital. C'est ce qui le prit au dépourvu. Maternité Grassway. Ce n'était pas là où il se souvenait. Quand Mirabel était née, il était hors de la ville. Sa mère avait été malade et il avait voyagé pendant une semaine. Chison avait insisté sur le fait qu'elle s'en sortirait seule, que l'accouchement était proche. À son retour, le bébé était déjà à la maison. Il ne s'était jamais posé de questions. Maintenant, il remettait tout en question. Cette nuit-là, Emeka s'assit par terre devant la chambre de Mirabel, écoutant sa douce respiration à travers la porte. Il n'entra pas. Il resta juste assis là. Silencieux. Gardant. Se demandant. Si Chison disait la vérité, alors de qui Mirabel était-elle la fille? Et qu'avait fait Chison exactement? Le coup à la porte était doux mais délibéré. Emeka essuya ses mains huileuses sur un chiffon et sortit de l'atelier attenant à la maison. Il n'attendait personne. Quand il ouvrit la porte, l'homme debout sur le porche esquissa un doux sourire sous sa barbe grisonnante. Le pasteur Noack. Il avait vieilli depuis les funérailles de Chison. Ses épaules étaient plus voûtées maintenant, sa barbe autrefois fournie parsemée d'argent. Ils s'assirent dans le salon, les deux hommes sirotant des tasses de thé chaud. Le pasteur commença par de petites prières,
brève, mais chargée d'une nuance qu'Emeka ne pouvait ignorer. Quand le dernier, Amen, fut échangé entre eux, le pasteur posa sa tasse. Il dit qu'il n'était pas seulement venu présenter ses condoléances. Il y avait quelque chose qu'il avait retenu lors des funérailles. Quelque chose que Shizon lui avait un jour confessé dans l'intimité de son bureau. Les doigts d'Emeka se resserrèrent sur sa tasse. Elle était venue le voir il y a plusieurs mois, dit-il, non pas pour une délivrance spirituelle, mais par peur. Peur de faire du mal à quelqu'un. L'enfant, avait-elle dit. Elle n'avait pas nommé Mirabel, mais c'était clair. Elle avait dit au pasteur que l'enfant lui rappelait quelque chose qu'elle ne pouvait pardonner. Que lorsqu'elle regardait dans les yeux de Mirabel, elle voyait la trahison. Des blessures qui n'avaient pas guéri. Une tempête qu'elle ne pourrait jamais fuir. Le pasteur avait conseillé une thérapie. La prière. Même une brève séparation. Mais Shizon avait refusé. Elle craignait les commérages. Ce que les gens diraient. Elle craignait plus de perdre son mari que de perdre la tête. Emeka demanda si le pasteur connaissait le nom d'Hugo. La pause qui suivit fut une réponse suffisante. Oui, dit le pasteur Nwok avec précaution. Hugo faisait partie du passé de Shizon. Son premier amour. Un homme qui a disparu de sa vie juste au moment où elle était prête à la construire avec lui. Les yeux du pasteur s'assombrirent alors qu'il ajoutait un détail de plus. Hugo n'avait pas seulement quitté Shizon. Il l'avait quitté pour sa sœur cadette. La phrase tomba comme du verre se brisant sur du carrelage. Emeka resta assis, retenant à peine sa respiration. C'était donc ça, la trahison qu'elle portait. C'était ça, la tempête à laquelle elle n'avait jamais échappé. Et d'une manière ou d'une autre, dans les couloirs tortueux de son chagrin, elle avait lié Mirabel à cette trahison. Emeka raccompagna le pasteur au portail en silence. L'homme plus âgé se tourna, le regarda doucement. Parfois, la douleur devient si envahissante qu'elle a besoin que quelqu'un d'autre la porte. Mais cela ne justifie pas de la transmettre à un enfant. Emeka hocha la tête. Ses pieds lui semblaient plus lourds que son corps. Le trajet jusqu'à la maison de Neka fut silencieux, même si les rues d'Enugu bourdonnaient de l'animation de fin de matinée. Le soleil était haut, brûlant les toits, et Emeka sentait la sueur s'accumuler sous son col alors qu'il tournait dans sa rue. Neka était plus jeune que Shizon de 2 ans, mais sa présence était plus discrète, plus fragile. Là où Shizon commandait l'attention, Neka semblait traverser la vie sans se faire remarquer. Elle ouvrit la porte avec un sourire fatigué, les yeux cernés par quelque chose de plus que l'insomnie. Ils s'assirent dans son salon exigu, un petit ventilateur de plafond gémissant au-dessus d'eux. Au début, leur conversation tourna autour du sujet. Souvenir de Shizon, jeu d'enfance. Puis Emeka posa la question directement. Shizon était-elle enceinte avant qu'on se marie? Le visage de Neka changea. Elle détourna le regard, puis fixa ses mains. Elle dit que Shizon avait changé après Hugo. Le feu en elle était devenu de la fumée. Quand elle avait découvert qu'elle était enceinte, elle n'avait dit à personne qui était le père. Elle s'était enfermée dans sa chambre pendant des jours. Leur mère l'avait suppliée, implorée. Mais elle n'avait rien dit. Puis un jour, elle était revenue d'un voyage et avait dit qu'elle était fiancée à Emeka. Qu'il était le père du bébé. Personne n'avait remis cela en question. Ils étaient juste soulagés qu'elle ait trouvé quelqu'un. Quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui ne posait pas trop de questions. La bouche d'Emeka devint sèche. Toutes ces années. Tous ces sourires du dimanche. Les tenues assorties. La paix fragile. Construite sur le silence. Alors qu'il se levait pour partir, Neka lui prit le bras. Elle dit qu'elle n'avait jamais su ce que Shizon portait vraiment. Mais elle savait une chose, Shizon n'avait plus jamais été la même après le départ d'Hugo. Et peut-être, l'enfant non plus. C'était un soir de pluie quand Emeka trouva le journal intime. Il avait réarrangé la bibliothèque de Mirabel, essayant de se distraire, essayant de faire quelque chose de paternel qui n'impliquait ni chagrin ni doute. Il était coincé derrière une épaisse encyclopédie, usée, avec une doublure rose délavée et un fermoir qui ne fermait plus. Il hésita. Mais quelque chose, peut-être la culpabilité, peut-être le désespoir, le poussa à l'ouvrir. Les pages étaient remplies d'une écriture désordonnée. Les lettres vacillaient. Des mots étaient barrés et réécrits. Mais la douleur qu'elle contenait était indubitable. Une page disait qu'elle avait l'impression de ne pas être à sa place.
que sa mère la regardait comme une erreur. Une autre parlait de rêve, de courir à travers une maison pleine de miroirs, pour ne voir qu'une inconnue la fixait en retour. Elle avait écrit que sa mère lui avait dit un jour qu'elle gâchait tout. Une autre page disait qu'elle n'était pas sûre de qui il était, mais sa mère disait qu'elle lui ressemblait. Elle se demandait si il était un homme méchant. Si elle était méchante aussi. Et puis il y eut la phrase qui anéantit Emeka. Papa est le seul qui me fait me sentir en sécurité. Au moment où il ferma le journal, ses yeux étaient humides. Pas seulement de tristesse, mais de honte. Pour des années à avoir choisi le silence. Pour avoir échoué à voir ce qui était évident devant lui. Il se dirigea vers la chambre de Mirabel. Elle dormait, recroquevillée sous sa couverture, respirant doucement. Il s'assit à côté d'elle, écarta une mèche de cheveux de son front. Il lui chuchota des promesses, non pas avec des mots, mais avec sa présence. Il la protégerait. Il trouverait la vérité. Mais surtout, il ne la laisserait plus jamais se sentir comme une erreur. Le matin était pâle et sans couleur quand Emeka se leva, comme si le ciel lui-même hésitait entre le deuil et l'éclat. Un léger courant d'air passait à travers les stores, déplaçant les grains de poussière dans l'air. Mirabel dormait encore, un bras drapé sur son ours en peluche, la bouche légèrement entr'ouverte dans le sommeil profond et sans rêve dans lequel les enfants tombent parfois après des jours de silence. Emeka se tenait près de la porte et la regardait. Il n'avait jamais douté de son amour pour elle. Pas même un instant. Mais maintenant, les doutes ne concernaient pas l'amour. Ils concernaient le sang, la vérité. Le nom de l'hôpital sur son acte de naissance lui était étranger. La cassette, les lettres, les histoires murmurées par la famille, les pages du journal où la douleur était griffonnée entre chaque ligne, tout pointait vers une possibilité trop obsédante pour être ignorée. Et s'il y avait la moindre chance que Mirabel ne soit pas sa fille biologique, il devait le savoir non pas pour l'abandonner, mais pour la protéger. Entièrement. Honnêtement. Avec le genre de clarté qu'il aurait souhaité avoir des années plus tôt. La clinique était discrète, petite, avec des murs blancs qui bourdonnaient du froid de la climatisation et de la confidentialité. Aucune réceptionniste ne les dévisagea. Aucun regard curieux ne les suivit. Juste un formulaire, un échantillon, et la promesse que les résultats arriveraient dans les 7 jours. Mirabel ne posa pas de questions. Elle se contenta de serrer fort la main d'Emeka pendant que l'infirmière lui prélevait un échantillon à l'intérieur de la joue. Ses yeux ne quittèrent jamais son visage. Et quand ce fut fini, elle leva les yeux vers lui avec la question silencieuse qu'elle n'exprima pas. Il lui serra la main. Une semaine plus tard, l'enveloppe arriva. Lourde. Pas en poids, mais en signification. Il attendit que Mirabel soit couchée. Puis il emporta l'enveloppe dans la même chambre d'amis où il avait passé des nuits à faire les 100 pas, à prier, à écouter les murs pour y déceler des secrets. Le papier glissa trop facilement. Il le déplia lentement. Les mots semblaient se brouiller, bouger sur la page. Mais la dernière ligne était nette. Brutale dans sa finalité. Probabilité de paternité, 0%. Il fixa le papier. Pas une fois. Pas 2 fois. Encore et encore. Un calme étrange s'empara de lui. Pas la paix de la résolution. Mais le genre de calme qui suit l'éclatement de quelque chose que l'on craignait silencieusement déjà brisé. Mirabel n'était pas sa fille biologique. Mais elle était la sienne. De toutes les manières qui comptaient. Il resta assis en silence pendant un long moment, laissant le papier reposer sur ses genoux, les yeux ouverts. Puis lentement, il le plia, le remit dans l'enveloppe et le glissa dans la même boîte où reposaient maintenant les lettres de Chison. Non pas pour oublier, mais pour se souvenir de ce que coûte la vérité. La question n'était plus « est-elle à moi ?», mais « qui était-elle vraiment ?» Et pourquoi Chison l'avait-elle méprisée si complètement? Le ciel était bas et gris quand Emeka se gara sur le parking de la maternité Grassway. Le bâtiment avait l'air fatigué. La peinture s'était écaillée par endroits, et le portail d'entrée penchait d'un côté comme s'il avait renoncé à se tenir droit. À l'intérieur, les murs arboraient des photos de mères souriantes tenant des nouveau-nés. Mais l'air sentait l'antiseptique et le vieux chagrin. La réceptionniste était une jeune femme qui ne travaillait probablement pas là au moment de la naissance de Mirabel. Mais quand Emeka expliqua qu'il essayait de retrouver une naissance datant de près de 11 ans, elle hocha lentement la tête et lui indiqua une porte marquée « Archives ». On lui dit d'attendre. 50 minutes plus tard, une infirmière apparut, plus âgée,
des cheveux gris parsemant sa chevelure, des lunettes perchées bas sur son nez. Elle regarda Emeka attentivement, comme si elle essayait de reconnaître quelque chose sur son visage. Il se présenta à nouveau. Mentionna le nom de Chison. L'infirmière cligna des yeux une fois. Puis une autre. Elle se souvenait d'elle. Une belle femme, silencieuse mais tendue. Très soucieuse de sa vie privée. Venue seule. Avait dit que son mari était en voyage. Avait insisté pour sortir tôt de l'hôpital. Le pouls d'Emeka s'accéléra. Il lui montra une photo de Mirabelle, prise quand elle était plus jeune, joues rondes, yeux brillants, un ruban rose dans les cheveux. L'infirmière se pencha, fronça légèrement les sourcils. « Ce n'était pas ce bébé, dit-elle. Pas celui dont je me souviens avoir accouché. Le bébé que j'ai mis au monde était très clair de peau, presque aussi clair que Chison elle-même. Cet enfant, elle a l'air différente. Pas seulement au niveau du teint, mais des traits. Elle dit qu'elle s'en souvenait parce que ce bébé avait été inhabituellement pâle et avait pleuré pendant des heures. Et la mère avait été étrangement distante. Pas de joie, pas de sourire, juste une urgence silencieuse de partir. Emeka resta là, la bouche sèche. Vous voulez dire qu'il y a eu un échange? L'infirmière ne répondit pas immédiatement. Elle semblait incertaine, hésitante. Mais ensuite, elle dit quelque chose qui ne quitterait pas l'esprit d'Emeka pendant des semaines. Ce n'est pas la première fois que des choses étranges se sont produites dans cette clinique. Il partit avec le sol se dérobant sous ses pieds. La porte de la chambre de Mirabelle grinça doucement quand Emeka la poussa. La lumière du couloir se déversait sur le sol, illuminant les contours doux de ses dessins éparpillés sur le tapis. Elle dessinait plus ces derniers temps, toujours au crayon, toujours en noir et blanc. Elle était assise sur le lit, les jambes croisées, les yeux vides. Son ours en peluche était assis à côté d'elle, oublié. Emeka s'assit lentement à côté d'elle. Ils restèrent ainsi quelques minutes. Pas de mots, juste des respirations. Puis, avec soin, presque rituellement, Mirabelle souleva sa chemise. C'était la première fois qu'elle le faisait. Son petit corps portait les preuves d'années dont elle n'avait jamais parlé. Des bleus qui s'étaient estompés en taches décolorées, de fines cicatrices gravées sur sa peau comme des murmures de cruauté passée. Certaines assez fraîches pour être récentes. D'autres plus anciennes, enfouies comme des os sous une chair lisse. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle resta simplement assise là, comme si exposer son corps allait enfin soulager le poids sur sa poitrine. Emeka ne pouvait pas parler. Il tendit la main, touchant à peine son épaule, ne sachant pas s'il était digne de porter sa douleur. Elle parla enfin, un murmure si bas qu'il tremblait contre les murs. Elle dit que Chison lui disait qu'elle ressemblait à lui. Que c'était de sa faute si Emeka devenait distant. Que chaque punition visait à lui apprendre le silence. Elle dit qu'elle avait commencé à se cacher dans le garde-manger. Parfois dans le placard sous l'évier. Juste pour échapper aux yeux de sa mère. Et parfois, dit-elle, elle aurait souhaité ne jamais être née. Emeka pleura silencieusement. Pas les sanglots bruyants et brisés du drame. Mais le genre qui vous coupe le souffle et vous creuse les os. Il la serra doucement, ses bras autour d'elle comme une armure. Et pour la première fois, il parla non pas comme un homme blessé, mais comme un père éveillé. Il lui dit que rien de tout cela n'était de sa faute. Qu'elle n'était pas un fardeau, pas une erreur. Que quoi qu'il se soit passé, quels que soient les secrets, les ténèbres, rien de tout cela ne changeait qui elle était. Ni ce qu'elle signifiait pour lui. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle se pencha simplement contre lui et ferma les yeux. Le crépuscule approchait quand on frappa. Le ciel était baigné d'orange, la dernière lumière du soleil attrapant le portail métallique à l'extérieur de la cour. Emeka venait de finir de balayer la véranda quand il entendit le léger coup à la porte d'entrée. Madame Rhys se tenait là, les mains jointes devant elle. Une veuve d'une cinquantaine d'années, elle vivait 2 maisons plus loin. Connue pour ses commérages, sa langue acérée et son bol toujours présent de cacahuètes grillées lors des réunions de quartier. Mais aujourd'hui, ses yeux étaient plus doux. Sa voix hésitante. Elle dit qu'elle avait besoin de parler. Ils s'assirent dans le salon. Emeka lui versa de l'eau. Elle n'y toucha pas. Elle commença avec précaution. Elle dit qu'elle avait entendu des choses au fil des ans. Des choses à travers le mur qui séparait leur cour. Des cris. Des pleurs.
Le bruit de quelque chose qui se brise. Parfois de longs silences suivis du bruit de petits pieds traînants, comme si quelqu'un était tiré. Elle avait une fois regardé par la fenêtre de la cuisine et vu Chison tirer brutalement Mirabel par le col dans la maison. Une autre fois, elle avait vu la fille assise dehors sous la pluie, recroquevillée, grelottant après avoir été enfermée dehors. Elle n'avait jamais rien dit. Parce que les gens ne se mêlent pas des affaires des autres. Pas à Yumia. Pas là où les apparences comptent plus que la vérité. Elle avait honte, dit-elle. Elle avait pensé à parler de nombreuses fois mais la peur, et peut-être la culpabilité, l'avait réduite au silence. Maintenant, dit-elle, le silence avait trop duré. Elle regarda Emeka, des larmes perlant au coin de ses cils. Si elle avait parlé plus tôt, peut-être que les choses auraient été différentes. Emeka hocha lentement la tête. Il ne cria pas. Il n'accusa pas. Il la remercia simplement. Et posa une question silencieuse. Combien d'autres savaient? Madame Rees ne répondit pas. Mais son silence était assez éloquent. La salle d'attente sentait légèrement la lavande et les jouets en plastique. Les murs étaient peints en bleu et vert doux, décorés de peintures murales enfantines, des arbres avec des oiseaux souriants, un soleil qui rayonnait trop largement, des papillons qui semblaient figés en plein vol. Mais sous cette gaieté, il y avait autre chose. Le poids d'histoires trop lourdes pour de petites épaules. Mirabel était assise sur le canapé à côté d'Emeka, serrant Nana, son ours en peluche en lambeaux. Ses jambes pendaient du bord du siège. Ses yeux restaient fixés sur le sol. Un fin pansement blanc dépassait de l'intérieur de sa manche. Une égratignure qui s'était rouverte la nuit dernière, provenant d'une vieille blessure. De l'autre côté de la pièce, une porte s'ouvrit et une femme en sortit. Elle était grande, avec des tresses enroulées en couronne. Ses lunettes glissèrent sur son nez alors qu'elle les saluait d'un sourire chaleureux et naturel. Son nom était Dr Toby. Elle s'accroupit à côté de Mirabel, sa voix douce et rythmée. Pas assez lente pour être insultante, pas assez rapide pour être écrasante. Elle ne demanda pas comment allait Mirabel. Elle ne la toucha pas. Elle dit simplement, quand tu seras prête, nous entrerons ensemble. Et si tu n'es pas prête, ce n'est pas grave non plus. Mirabel hésita. Leva les yeux vers son père, ses yeux remplis d'un encouragement silencieux. Puis, lentement, elle hocha la tête. À l'intérieur de la salle de thérapie, les murs étaient d'un ton plus doux. Des étagères garnies de puzzles, de poupées, de peintures et de livres d'images. Une maison de poupées se tenait dans un coin et à côté, un ensemble de petites chaises assorties à la table basse au centre. Un tableau noir était accroché au mur, déjà à moitié couvert de bonshommes allumettes dessinés par des enfants qui étaient passés avant elle. Mirabel ne parla pas pendant les 10 premières minutes. Dr Toby n'insista pas. Elle prit une boîte de crayons de couleur et la fit glisser vers Mirabel. La jeune fille en choisit un noir. Elle commença à dessiner sur une feuille blanche, avec soin, lentement. Chaque trait était délibéré. C'était une maison avec une seule petite fenêtre et pas de porte. Dr Toby le remarqua mais ne dit rien. À la fin de la séance, Mirabel ne dit pas au revoir. Elle se leva simplement, prit son ours et retourna dans la salle d'attente. Mais Emeka vit quelque chose de différent dans ses yeux, pas tout à fait du soulagement, mais moins de résistance. Alors qu'il rentrait en voiture, elle parla pour la première fois de la journée. La chambre de la doctoresse était silencieuse. Personne ne criait. C'était bizarre. Un bon bizarre. Emeka hocha la tête. Il reviendrait chaque semaine, avait dit Dr Toby. La guérison n'était pas une ligne droite. Elle était dentelée, pleine de pauses et de revers. Mais avec le temps, avec la patience, avec la constance, il y avait de l'espoir. Et pour la première fois depuis des semaines, Emeka s'accrocha à ce mot comme à de l'air. L'école primaire Saint-Marie était un complexe modeste, des toits rouges rouille, un terrain de basket fissuré et des arbres plantés par des générations d'anciens élèves. C'était le genre d'école qui essayait de construire la discipline avant les rêves, où les uniformes étaient strictement appliqués et les bulletins scolaires codés par la peur. Quand Mirabel revint, les changements en elle furent immédiatement remarqués. Elle marchait plus lentement. S'asseyait plus tranquillement. Sursautait quand quelqu'un appelait son nom trop brusquement. Les enfants remarquent ces choses. Et quand les enfants ne comprennent pas quelque chose, ils deviennent cruels. Les chuchotements commencèrent rapidement. Pourquoi porte-t-elle des manches longues? Pourquoi parle-t-elle comme un fantôme?
Pourquoi sa mère est-elle morte et elle n'a pas pleuré? Certains imitaient sa voix douce dans son dos. D'autres riaient quand elle passait. Quelques-uns lui lançaient des boulettes de papier pendant la récréation. Mirabelle ne se plaignit pas. Elle commença simplement à s'asseoir seule sous le manguier près de la clôture arrière. Elle cessa d'apporter son déjeuner. Elle cessa de répondre aux questions en classe. Madame Témy le remarqua. Jeune enseignante, à peine dans la vingtaine, elle croyait encore que les enfants s'épanouissaient mieux avec des soins qu'avec des critiques. Elle avait toujours aimé le calme de Mirabelle, la façon dont elle était attentive même quand personne d'autre ne l'était. Un après-midi, elle trouva Mirabelle assise sous l'arbre, ses doigts parcourant le sol poussiéreux. Elle s'assit à côté d'elle, ne parla pas au début. Puis elle ramassa une petite pierre et commença à tracer des lignes dans la terre, elle aussi. Au bout d'un moment, elle demanda doucement, « Tu aimes les histoires ?» Mirabelle hocha la tête. Alors elle lui en raconta une. Une histoire sur un petit oiseau aux plumes déchirées qui ne savait pas qu'il pouvait voler jusqu'à ce qu'un jour, il essaie quand même. Mirabelle sourit, le plus petit des sourires, presque caché. À partir de ce moment-là, Madame Témy la garda près d'elle. Elle lui confia de petites tâches, organiser les livres de contes, aider à distribuer les cahiers. Elle loua ses dessins. Elle posa des questions sur Nana l'ours. Elle la défendit gentiment en classe sans que ce soit évident. Lentement, Mirabelle recommença à dessiner pendant les heures libres. Un jour, elle dessina une fille sous la pluie, tenant un parapluie cassé. Un autre montrait un papillon dans une bouteille. Madame Témy les vit. Elle ne posa pas de questions. Elle continua simplement à lui donner du papier et de l'espace, parce que parfois la guérison n'a pas besoin de questions. Elle a besoin d'une protection silencieuse. La concession familiale à Umuaya se dressait comme une forteresse de tradition. De grands palmiers, des murs délavés, repeints trop de fois, et des voix qui ne baissaient jamais, même quand elles auraient dû. Emeka n'y était pas allé depuis des mois. Le chagrin l'en avait éloigné, et peut-être la honte aussi. Mais il ne s'agissait pas de confort. Il s'agissait de vérité. Quand il arriva avec Mirabelle, sa sœur Ijoma les accueillit au portail avec son rire habituel. Les plus jeunes enfants se rassemblèrent rapidement, demandant des bonbons, des jeux. Emeka les salua tous, mais son esprit était ailleurs. Plus tard dans l'après-midi, après que le riz jollof et les conversations futiles se soient estompées, il rassembla les aînés dans le salon. Ses oncles, son père, son cousin aîné Adebayo, et quelques autres. Mirabelle était assise tranquillement à côté de lui, jouant avec un ruban qu'elle avait noué autour du cou de Nana. Emeka parla calmement, mais clairement. Il leur raconta ce qui s'était passé. Ce qu'il avait découvert. Ce que Chizon avait caché. Ce que Mirabelle avait enduré. Il s'attendait à un choc. Ce qu'il obtint à la place, ce fut de la résistance. Plusieurs membres de la famille refusèrent de le croire. Ils défendirent la mémoire de Chizon, dirent qu'elle était toujours respectueuse, toujours posée. Qu'ils ne l'avaient jamais vue élever la voix, et encore moins la main. Son oncle Shuka secoua la tête. Si nous nous fions à chaque mot d'un enfant de nos jours, nous déshonorons nos ancêtres. D'autres murmurèrent leur accord. Mais Emeka ne sia pas, vous avez vu ce qu'elle a choisi de vous montrer. Ma fille a vu qui elle était vraiment. Un silence suivit. Lourd. Inconfortable. Son père le regarda longuement, puis dit, et maintenant? La fille n'est pas des nôtres. Vas-tu la renvoyer d'où elle vient? Emeka se leva. Il regarda autour de lui, la même pièce où on lui avait dit un jour que les liens du sang étaient plus forts que la vérité. Mirabelle est ma fille. Peu importe ce que dit le sang. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors cette maison n'est plus la mienne. Il sortit en tenant la main de Mirabelle. Tout le monde ne le suivit pas. Mais tout le monde ne resta pas silencieux non plus. Plus tard, Ijoma sortit et le serra fort dans ses bras. Elle murmura qu'elle était désolée de ne pas avoir vu. Que si Mirabelle avait besoin de quoi que ce soit, elle serait là. Une seule voix suffisait, pensa Emeka. C'était un début. Le soleil de l'après-midi filtrait paresseusement à travers les persiennes alors qu'Emeka triait les dernières affaires de Chizon. Il avait fallu des mois pour en arriver là. Non pas à cause du chagrin, mais parce que chaque tiroir, chaque châle, chaque flacon de parfum semblait être un autre fantôme attendant de murmurer quelque chose qu'il n'était pas prêt à entendre. Au fond de sa garde-robe, derrière de vieux hymnaires et une boîte de foulards usés,
il trouva une enveloppe. Elle portait son nom. Il la fixa un moment avant de l'ouvrir. Le papier à l'intérieur était soigneusement plié. L'écriture, la sienne, était nette, élégante, contrôlée, comme tout ce qu'elle avait fait. Elle écrivait qu'elle avait toujours su qu'il finirait par découvrir la vérité. Elle écrivait qu'elle n'avait jamais prévu de l'épouser. Que Hugo était sa vie, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Quand il l'avait quittée pour Neka, quelque chose en elle s'était brisé. Quelque chose qu'elle n'avait jamais réparé. Elle disait qu'elle avait essayé d'aimer l'enfant. Vraiment. Mais chaque jour, Mirabel ressemblait de plus en plus à lui. Et elle, Chison, s'effaçait un peu plus à l'intérieur. Elle disait qu'Emeka avait toujours été trop gentil. Trop confiant. C'est pourquoi elle l'avait choisi. Parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui ne poserait pas trop de questions. Et dans les dernières lignes, elle disait, « Tu l'as choisi, elle, plutôt que moi. » Je le voyais tous les jours. Et je la détestais pour ça. Je n'ai jamais voulu élever un enfant qui me rappelait que je n'étais jamais assez pour Hugo. Emeka plia lentement la lettre, la remit dans l'enveloppe. Il s'assit sur le bord du lit pendant un long moment. Puis il la brûla. Non pas reine. Mais parce que certains mots ne méritaient pas de vivre plus longtemps que la main qui les avait écrits. Le crayon glissait sur la page comme un murmure. Lent et délibéré. Mirabel était assise en tailleur sur le sol de sa chambre, la lumière du soir projetant une douce teinte dorée sur sa peau. Autour d'elle étaient éparpillées des feuilles de papier. Certaines inachevées. D'autres profondément gravées d'images qui portaient plus d'émotion que les mots n'auraient jamais pu le faire. Sa main se déplaçait avec assurance. Une fille était assise au centre du dessin. Le dos tourné au spectateur, la tête inclinée vers un filet de lumière traversant une fenêtre fissurée. Les murs qui l'entouraient étaient couverts d'ombre. Déformés, étirés, sans nom. Mais la fille n'avait pas l'air effrayée. Elle semblait immobile. Paisible même. Emeka se tenait silencieux à la porte. Il avait appris à ne pas interrompre ces moments. Au lieu de cela, il observait, ses yeux vacillant entre l'admiration et la douleur. Chaque dessin était une confession. Un souvenir libéré en lignes et en graphite. Mirabel ne parlait plus des bleus ou de la peur. Elle déversait tout dans son art. Dr Toby l'avait encouragée. Lors de leur dernière séance, elle avait dit que les dessins de Mirabel étaient son langage maintenant. La maison pour laquelle elle n'avait jamais eu de mots. La prison dont elle s'était échappée. Les cicatrices qui parlaient encore quand ses lèvres ne le pouvaient pas. Sur un tableau de liège près de son lit, Emeka avait épinglé une de ses premières esquisses, une petite silhouette tenant un ballon s'élevant au-dessus de branches épineuses. Cela lui rappelait le chemin qu'elle avait parcouru. Un soir, alors qu'elle dessinait à nouveau, il entra et s'assit à côté d'elle. Elle lui offrit une page blanche. Il secoua doucement la tête. Elle sourit faiblement et retourna à son travail. Plus tard dans la nuit, en rangeant la chambre, Emeka trouva un dessin glissé sous son oreiller. Il montrait un homme de grande taille, sa silhouette indubitable, agenouillé à côté d'une fille enveloppée dans une couverture. Derrière eux, des ombres aux mains acérées planaient au bord du cadre. Mais l'homme tenait une lumière, protégeant la fille de ses bras. La lumière n'avait pas de source. Elle était, tout simplement. Emeka fixa le dessin pendant un long moment. Il ne posa pas de questions. Il s'assit simplement à côté d'elle, prit sa main et la serra. L'auditorium de l'école bourdonnait d'excitation. Des enfants en uniforme repassés se précipitaient avec leurs projets serrés dans leurs petites mains. Peinture, collage, sculptures artisanales. Les enseignants couraient derrière eux, organisant, arrangeant, criant des instructions par-dessus le brouhaha. C'était le concours annuel d'expression créative, et pour la première fois, Mirabel avait soumis une œuvre. Son professeur d'art, une femme corpulente aux yeux bienveillants nommée Madame Huche, l'avait presque supplié de participer. Le concours ne portait pas seulement sur le talent. Il s'agissait de donner aux enfants une chance de parler, d'être vus. Mirabel avait hésité pendant des semaines. Elle n'aimait pas les scènes. N'aimait pas les regards posés sur elle. Mais à la fin, elle avait terminé son dessin tranquillement à la maison et l'avait remis avec des mains tremblantes. L'œuvre était intitulée « La liberté dans le silence ». Elle représentait un oiseau dans une cage noire, des plumes tombant autour de lui comme des confettis. Mais la porte de la cage était ouverte et l'oiseau, en plein vol, s'étirait vers la lumière, son corps fait de fils qui se dénouait derrière lui.
Chaque fil portait des fragments, des mots cassés, des formes de mains, des visages flous, s'estompant lentement alors que l'oiseau s'envolait. Les juges s'étaient tenus devant elle en silence plus longtemps que devant toute autre œuvre. Maintenant, alors que les résultats étaient annoncés, Mirabel était assise avec ses camarades de classe sur le 3e banc de la scène. Ses doigts tordaient l'ourlet de sa jupe. Emeka était assis quelques rangées derrière, le cœur battant la chamade. Le 3e prix fut appelé. Puis le 2e. Puis une pause. Le présentateur, un président de l'association des parents d'élèves corpulents, ajusta ses lunettes et s'éclaircit la gorge. Le 1er prix pour l'expression émotionnelle exceptionnelle et la maîtrise technique est attribué à Mirabel Emeka. La salle applaudit. Certains enfants semblaient surpris. D'autres, indifférents. Emeka se leva lentement, regardant Mirabel hésiter. Madame Témy se pencha et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Et Mirabel se leva. Elle monta les marches lentement, le visage vide mais stable. Les applaudissements semblaient lointains, comme des vagues de l'océan s'écrasant quelque part derrière elle. Au moment où elle prit le certificat, il y eut une brève lueur dans ses yeux, fierté mêlée d'incrédulité. Sur scène, elle se tourna vers la foule. Ses yeux balayèrent jusqu'à ce qu'il trouve son père. Il était déjà debout. Il posa sa main sur son cœur et hocha la tête. Elle sourit. Petit, timide, mais indubitable. Et à cet instant, tout ce qui avait été brisé commença à se recoudre silencieusement. La maison sur Atani Close était plus petite. Un bungalow de 2 chambres à la peinture écaillée et un jardin qui semblait avoir été oublié des années auparavant. Mais pour Emeka et Mirabel, c'était tout. Ils emménagèrent 2 semaines après le concours. Emeka avait démissionné de son emploi au grand garage automobile et travaillait maintenant depuis un petit hangar attenant à la maison. Il réparait des motos et de petits moteurs, faisant parfois des visites à domicile. Le revenu n'était pas énorme, mais cela lui donnait du temps. Du temps pour être présent, pour écouter, pour guérir avec sa fille. Le nouveau quartier était plus calme. Pas de voisins curieux. Pas d'histoires accrochées au mur. Juste le son des oiseaux, le vendeur occasionnel qui passait, et le vent qui soufflait dans les arbres. Mirabel s'adapta mieux qu'il ne l'avait prévu. Elle se fit 2 amies dans la rue, Zina et Abiola. 2 filles qui aimaient les livres et racontaient des histoires avec de grands gestes. Elles venaient souvent, jouant à des jeux de société sur le porche et partageant des briques de jus comme un trésor. Le soir, Mirabel s'asseyait sur la balançoire du porche avec Nana et dessinait. Parfois, Emeka la rejoignait avec une tasse de thé. Ils parlaient rarement pendant ces moments. Le silence entre eux ne portait plus de douleur. Juste la paix. Un samedi, alors que le soleil plongeait derrière le toit du voisin, Emeka demanda si elle voulait repeindre sa chambre. Elle leva les yeux de son carnet de croquis, puis hocha la tête. Le lendemain, ils achetèrent de la peinture bleu pastel et des autocollants en forme d'étoile. Ils rirent en renversant de la peinture sur le sol, quand Mirabel laissa délibérément une petite empreinte de main au-dessus du lit. La maison, pour la première fois depuis des années, se sentait vivante. Il n'y avait pas de porte verrouillée. Pas de sanglots étouffés. Pas de peur se cachant sous l'évier. Juste 2 personnes qui reconstruisaient. Non, pas qui reconstruisaient. Qui devenaient. C'est un jeudi pluvieux que le passé frappa à la porte. Une femme se tenait au portail. Un parapluie dans une main, un sac en plastique dans l'autre. Elle était habillée simplement, mais ses yeux portaient une histoire qu'Emeka reconnut instantanément. Elle se présenta doucement. Son nom était Chiamaka, une cousine de Shizon. Elle demanda un moment. À l'intérieur, Emeka lui offrit du thé. Elle refusa. Dit qu'elle ne resterait pas longtemps. Sa voix était douce, prudente, comme quelqu'un marchant pieds nus sur du verre brisé. Elle dit qu'elle n'était pas venue pour défendre Shizon. Mais elle ressentait le besoin d'expliquer, même si cela n'avait plus d'importance maintenant. Elle parla de l'enfance de Shizon. La pression d'être parfaite. La peur de ne pas être choisie. Elle parla de l'incident avec Hugo. Comment Shizon avait été laissée enceinte, seule, honteuse. Comment elle ne s'en était jamais complètement remise. Elle dit que Shizon avait porté l'amertume comme un héritage. Qu'elle portait la grâce comme une armure, non comme une aisance. Emeka écouta. Il n'interrompit pas. Il ne hocha pas la tête. Il écouta simplement.
Puis Chiamaka plongea la main dans son sac et en sortit une photo, usée sur les bords. Elle montrait une Shizon plus jeune tenant un bébé. Un enfant pâle. Certainement pas Mirabel. C'était sa fille, dit Chiamaka. La vraie. Celle qui est née ce jour-là. Elle est morte 3 jours après la naissance. Une complication que personne n'avait vu venir. Shizon ne l'avait dit à personne. Elle avait enterré l'enfant discrètement. Puis, quelque part, d'une manière ou d'une autre, elle avait trouvé un autre bébé. Mirabel. La gorge d'Emeka se serra. Chiamaka avait posé des questions mais n'avait jamais découvert d'où venait le bébé. Peut-être un orphelinat. Peut-être une adoption au marché noir. Personne ne savait. Mais à partir de ce jour, Shizon insista sur le fait que l'enfant était la sienne. Elle n'en parlait pas. Pas même quand la culpabilité commença à la ronger de l'intérieur. Elle a aimé le bébé un moment, dit Chiamaka. Mais ensuite sont venus les rêves. La colère. La question à laquelle elle ne pouvait répondre. Le deuil qu'elle n'a jamais fait. Et tout est devenu sombre. Elle finit son thé en silence et se leva pour partir. À la porte, elle regarda Emeka, les yeux humides mais le regard stable. Elle n'a pas toujours été comme ça, vous savez. Emeka répondit doucement. Mais Mirabel ne méritait pas de porter sa douleur. Chiamaka hocha la tête une fois. Puis elle sortit sous la pluie et s'éloigna. À l'intérieur, Emeka s'assit par terre, tenant la photo. Une nouvelle vérité. Plus profonde. Il ne savait pas d'où venait Mirabel. Mais il savait où était sa place. Ici, avec lui. Cela commença comme un murmure. Un léger courant de mots tapés sur une tablette d'occasion tard dans la nuit, pendant qu'Emeka dormait et que la ville à l'extérieur de leur fenêtre se rendait au silence des criquets. Mirabel n'appela pas cela une histoire au début. Ce n'était même pas destiné à être partagé. C'était une libération, pour elle-même. Pour la version d'elle qui s'était blottie dans les placards et avait pleuré dans la fourrure emmêlée de Nana. Elle écrivit sur la façon dont la peur avait vécu dans sa poitrine comme un second battement de cœur. Sur la façon dont elle avait cru être née de travers. Que peut-être elle était la punition pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Elle écrivit sur la femme qui portait son nom mais pas son amour. Et sur l'homme qu'il avait trouvé non par le sang, mais par le cœur. Au début, ce n'était que des mots. Un paragraphe en devint 2. Puis 5. Puis 10. Et puis elle le publia anonymement sur un blog intitulé « Blessure réelle ». Une plateforme pour les personnes qui avaient survécu à des batailles invisibles. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le lise. Mais les gens l'ont fait. Des dizaines. Puis des centaines. Des messages affluèrent. Certains disaient avoir pleuré. Certains disaient s'être reconnus dans sa douleur. Certains disaient que cela leur avait donné le courage de parler de choses qu'ils avaient gardées enfouies pendant des années. Une fille écrivit qu'elle avait failli se suicider l'hiver dernier. Mais lire l'histoire de Mirabel lui avait rappelé que les cicatrices pouvaient devenir des histoires. Et que les histoires pouvaient devenir de la lumière. Mirabel lisait chaque message lentement, attentivement, comme si elle tenait du verre fragile. Et pour la première fois, elle comprit quelque chose qu'aucun adulte ne lui avait jamais dit. Que la survie n'était pas honteuse. Elle était sacrée. Quand Emeka découvrit le poste, il le lut 2 fois en silence. Puis il la regarda. Il ne demanda pas pourquoi elle ne lui avait pas dit. Il dit seulement que ces mots avaient déjà fait ce que la plupart des adultes passent leur vie à ne pas réussir à faire, ils avaient atteint les parties brisées des autres. Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils s'assirent simplement dehors, les étoiles brillantes au-dessus d'eux. Et laissèrent le vent emporter le poids de tout ce qui avait été un jour trop lourd à nommer. La salle de remise des diplômes était remplie d'applaudissements et de flashs d'appareils photo. Les voix des parents rebondissaient sur les hauts murs en éclats de fierté et de nostalgie. Des rangées d'étudiants en toge bleu marine bordaient l'estrade, les yeux écarquillés d'attente. Certains s'agitaient nerveusement, d'autres souriaient pour les photos. Mirabel se tenait près du fond de la file, son pompon se balançant doucement à chaque respiration. Son nom ne fut pas appelé avec fanfare. Il n'y eut ni acclamation ni cri de « la meilleure de la classe ». Mais quand elle traversa cette scène, ses pas étaient assurés. Sa tête était haute. Ses épaules droites. Elle prit son diplôme avec un hochement de tête et descendit les escaliers, son regard balayant la foule. Elle le trouva, Emeka, debout au fond de la salle,
applaudissant lentement, les yeux humides, son sourire discret mais indubitable. Il était venu seul, vêtu d'une chemise blanche impeccable qui portait encore de légères traces d'huile de moteur près de l'ourlet. À la fin de la cérémonie, les étudiants se précipitèrent dehors pour les photos et les adieux. Certains pleuraient. D'autres riaient. Mirabel se dirigea droit vers son père. Elle ne courut pas. Elle ne lui sauta pas au cou. Elle se tint simplement devant lui, tenant son diplôme comme un insigne de tout ce pourquoi il s'était battu pour le reconquérir. Il la regarda, cette fille qui s'était autrefois recroquevillée au son des pas, qui se tenait maintenant ferme comme une flamme n'ayant pas peur du vent. Il dit qu'elle ressemblait à une femme maintenant. Elle dit doucement qu'elle se sentait enfin comme telle. Ils ne prirent pas beaucoup de photos. Juste une. Mirabel debout à côté d'Emeka, tenant son diplôme dans une main et Nana, l'ours, blotti sous son bras, la fourrure toujours en lambeaux, les yeux toujours manquants, dans l'autre. À ce moment-là, ils n'étaient pas seulement père et fille. Ils étaient la preuve que l'amour, lorsqu'il est choisi chaque jour, peut survivre au sang et à la trahison. Que la présence importe plus que la perfection. Que parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire, c'est de rester. Le soleil commençait à se coucher derrière les toits, projetant de longues ombres douces sur le porche. L'air sentait la mangue mûre et la poussière, le genre d'odeur qui portait des souvenirs d'après-midi révolus. Emeka et Mirabel étaient assis côte à côte sur le vieux banc en bois devant leur maison. La balançoire du porche grinçait faiblement au rythme de la brise, et le bourdonnement de rires lointains d'enfants jouant dans la rue résonnait. Ils étaient assis en silence, comme le font les gens quand les mots ne sont pas nécessaires. Entre eux se trouvait un bol de cacahuètes grillées à moitié mangées. La radio à l'intérieur de la maison diffusait doucement une mélodie high life d'une autre décennie. Mirabel appuya sa tête contre l'épaule d'Emeka, maintenant plus large, plus âgé. Sa barbe s'était clairsemée par endroits, ses mains portaient plus de rides que jamais. Mais sa poigne était toujours forte, sa chaleur toujours constante. Elle murmura qu'elle pensait à écrire un livre. Il se tourna vers elle, amusé. Elle dit qu'elle voulait raconter son histoire, pas celle que tout le monde avait déjà lue en ligne, mais l'histoire complète, les parties désordonnées, les triomphes silencieux, les jours ordinaires qui ressemblaient encore à des miracles. Il dit que cela semblait courageux. Elle dit qu'il ne s'agissait pas de courage, mais de se souvenir, de s'assurer que la douleur ne gagnait pas en étant enterrée. Que la guérison n'appartenait pas seulement aux forts, mais aux brisés qui choisissaient d'essayer à nouveau. Ils restèrent de nouveau silencieux. Puis elle parla, à peine au-dessus du bruissement des feuilles. « Tu m'as sauvé. » Emeka sourit sans se retourner. Il dit, « Non, tu m'as sauvé. » Et ils savaient tous les deux que c'était vrai. Pas de la manière dramatique dont les histoires sont souvent racontées. Mais de la manière lente et fidèle dont les gens ordinaires se sauvent les uns les autres, en choisissant de ne pas partir, même quand cela aurait été plus facile. En s'accrochant quand tout le monde lâchait prise. Le soleil descendit plus bas, l'or se fondant dans un bleu doux. Une nouvelle nuit arriva doucement, sans fanfare, mais avec la paix. Et sur ce porche, deux âmes étaient assises. Non pas comme des survivants, non pas comme des victimes, mais simplement comme un père et une fille, plus forts que la tempête qui avait autrefois tenté de les briser. Intacts. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.